et ils vont attaquer. Ça a commencé à Jadoville, pour ceux qui connaissent les Katanga, Likasi, Jadoville. Ensuite, Kolwezi, Lubumbashi, timidement, on n'a pas beaucoup attaqué à Lubumbashi. Et comment est-ce que ces gens-là procédaient? Le matin, on laisse monsieur sortir, aller au travail. Et parfois, il y avait des gens qui allaient travailler à 15 km de chez eux. Hein. Alors, si on vous attaque au travail, vous êtes vulnérable parce que vous n'êtes pas tout près de votre maison. On laisse les gens sortir le matin. Et dès qu'ils arrivent au bureau, on vous attaque sur les lieux de service. Là, vous êtes faible parce que votre préoccupation, mes enfants, où sont-ils en ce moment? On a chassé les enfants de l'école en même temps. Et madame à la maison, on l'a chassé de la maison. Alors vous voyez l'homme chassé du boulot qui sort. Sur les chemins, il cherche ses enfants. À l'école, il a ses enfants. Et quand il arrive tout près de la maison, madame vient en pleurant. Les gens n'ont plus qu'une direction qu'on leur indique. Allez à la gare. Là, vous allez prendre un train qui va vous amener au Kasaï, à 1000 km de là, d'où étaient venus vos ancêtres. Mais le fameux train qu'on demande aux gens d'aller prendre, n'allez pas le comparer au vôtre. Hein. Quand j'arrive, moi, dans une gare en Belgique et que j'entends, le train est annoncé avec un retard probable de 5 minutes. Et je vois les Belges en colère en train de râler. Vous êtes des râleurs, hein, les Belges. Mais nous, les trains qu'on nous a demandé d'aller prendre, il était attendu avec un retard probable d'1 trimestre, s'il vous plaît. Il y a des gens qui l'ont attendu pendant plus de 6 mois, qui attendaient le train. J'aurais bien voulu voir un Belge qui attend un train comme ça. Nous, Africains, ça nous amuse quand on voit un Belge qui attend un train. Il est tellement pressé, il s'énerve, il fait les 100 pas, il est déjà en colère alors qu'il n'est pas encore l'heure. Et parfois, il arrive que le train arrive à l'heure, mais le Belge va quand même encore râler en disant « Encore un peu, il est arrivé en retard, tiens. » Et quand ces trains-là arrivent, c'est pas tout le monde qui va avoir une place là-dedans. Ce sont les jeunes parce qu'ils sautent par les fenêtres. Et quand vous regardez le train qui s'en va, il est tellement bondé que vous avez des gens même sur les trains, au-dessus. Hein. Pourtant, il est électrique. Vous êtes là au-dessus, mais attention au fil. Et on arrive dans un tunnel, quelqu'un crie « tunnel » et vous vous couchez sur le wagon. Si on a crié tunnel et que vous n'avez pas entendu parce que vous somnolez, vous cognez la tête et vous restez. Entre les Katanga et les Kasaï, 1000 km, eh bien, les gens faisaient 1 mois de voyage. C'est pas un TGV, hein. D'ailleurs, dès qu'il partait, il fait à peine 30 km et quelqu'un crie « Arrêtez le train !» C'est quoi? Eh bien, une dame qui s'accouche. Elle a bien trouvé son moment, c'est là. On attend qu'elle termine. Et puis on reprend le voyage. 40 km plus loin. « Arrêtez le train, s'il vous plaît !» C'est quoi? L'enfant qui est né, il vient de mourir faute de soins. Et il faut enterrer l'enfant le long de la voie ferrée. Et le long de la voie ferrée, c'était devenu le cimetière le plus long des Kasaïens. Eh oui. Entre le point de départ et le point d'arrivée, 30 jours de voyage, il fallait compter au moins 40 morts. Eh oui. Et là où ils arrivaient, le temps de les dispatcher dans leur village, eh bien, 80 morts par jour aussi. Vous avez déjà vu un enfant de 5-6 ans qui n'a jamais vu un mort avant? Et le premier qu'il voit, c'est son papa. L'enfant n'accepte pas. Pour lui, son papa fait dodo. Mais quand il voit qu'on manipule son père, l'enfant demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dérangez mon père, il n'aime pas qu'on le dérange quand il dort. On sort son père, on creuse un trou de fortune dehors et on enterre le papa. L'enfant regarde hein, comme s'il assistait à un jeu de cache-cache entre adultes. C'est seulement quand on a fini, le chef-train a sifflé, le train redémarre, que l'enfant réalise que là, il perd son papa. Et il court, il tient le chef-train dans la chemise. « S'il vous plaît, monsieur, arrêtez le train, vous n'allez pas partir sans mon père. On l'a mis dans ce trou-là. » Le train ne s'arrête pas. Et l'enfant réalise là qu'il a perdu son père. Il s'étonne d'ailleurs qu'il soit le seul à se battre pour son père. Il se tourne vers sa mère. « Maman, dites quelque chose, non ?» Moitié yambele, kwana tati ya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba ditu jankosa milomba wadi sulapu milomba chizicha kwa kumoye maumu kajabu kase milomba mukajabu kase sana wani moitié yambele, kwana tati ya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba ditu jankosa La maman lui répond avec des larmes et l'enfant comprend qu'il a perdu son père. Il découvre la mort avec la mort de son père. Nous étions près d'1 million dans cette province-là. On nous chasse et nous devons partir au rythme d'un train qui vient 1 fois par trimestre, qui a pris 500 ou 600 personnes. Dans combien de temps prendra-t-il tous ces gens-là qui attendent? Il y en a qui ont fait plus de 2 ans à la gare. Ce sont ces tentes que vous voyez bleues que les HCR a ramenées
On les voit à perte de vue avec des gens qui attendent là-dedans, un train hypothétique. Et dans l'attente, comment se passe la vie alors à la gare? C'est la promiscuité, mauvaises conditions d'hygiène, les épidémies. Alors les faibles commencent à mourir aussi à la gare. Moi, je suis arrivé un jour à la gare de Likassi, Jadoville. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Je vois un médecin sans frontières à qui je pose la question. Monsieur, comment ça va ici? Et il me dit, ça va beaucoup mieux, monsieur. Nous n'avons plus que 17 morts par jour parmi ceux qui attendent. Je lui dis, quoi? 17 morts et vous dites que ça va mieux? Il me dit, oui, monsieur, on en était à 50. Hein. Nous venons de stabiliser à 17. Je fais le tour de la gare. Je vois une femme qui a perdu un enfant lundi. Elle a perdu un autre mardi. Elle ne sait plus pleurer celui qui agonise et qu'on va enterrer peut-être vendredi. Et les enterrements à la gare, ça va se passer comment? La gare, c'est en ville. Hein? Le cimetière est un peu plus loin. Mais comment aller au cimetière en sécurité pendant la guerre? Là, vous voyez un enfant mort la veille. Toute la nuit, il est resté dans les bras de sa maman. Le lendemain matin, la maman pleure son enfant en lui parlant. Les mamans africaines, quand elles pleurent leurs enfants, elles leur parlent en même temps. Réveille-toi, il faut que tu manges. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Et les adultes doivent venir. Madame, il ne mangera plus, il est mort, accepte-le. Et lui arracher le corps de l'enfant. Le donner aux jeunes de 20, 25. Eux peuvent courir au cimetière. En cas d'attaque, ils vont se défendre, ils vont fuir. Et la dame, on ne la laisse pas suivre, hein, parce que si jamais on attaque, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors les autres femmes la retiennent, elle fait bail de loin à son enfant, elle ne verra même pas où il va reposer. Vous avez déjà vu une mère dont l'enfant est déjà à 20 mètres, mais qui vous crie quand même, attendez, s'il vous plaît, et vous la laissez quand même encore venir. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Réajuster le bonnet sur la tête de son enfant, comme si cela pouvait encore servir à quelque chose. Voilà les scènes que nous avons vues. Voilà les scènes que nous avons vécues. Et pendant que je fais comme ça le tour de la gare, une jeune femme qui me voit et qui m'interpelle. Monsieur, des gens comme vous voyez toute cette souffrance, qu'est-ce que vous faites? Et j'observe bien, je vois que c'était mon ancien élève, parce que j'ai été prof aussi. Et dans sa tête, elle a vu son prof, et le prof a des solutions aux problèmes. J'avais une réponse facile. J'aurais pu lui dire tout simplement, mais je suis du même côté que toi, non? C'est pas ça qu'elle voulait entendre. J'ai donc compris que moi, votre serviteur, dans ces circonstances-là, j'étais perçu comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Pourtant, je ne suis pas un homme politique, moi. Je ne suis pas un militaire, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Ah oui, mais je suis un écrivain, parmi les plus lus au Congo. Pas le meilleur, hein, mais le populaire. Alors là, je me souviens, l'écrivain, c'est qui? C'est la voix des sans-voix. Un écrivain, c'est celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Là, la fille me rappelait ce rôle-là. J'ai donc décidé de faire la seule chose que je pouvais, témoigner. Dire à la face du monde la souffrance que je voyais là. C'était ma façon de venger les morts et même de prévenir d'autres tueries. Parce que le bourreau, pendant qu'il tue, n'est-ce pas, il efface en même temps les traces. Et moi, je laisse les traces. Ma façon de venger ceux qui sont partis et de dire aux gens, faites attention, le monde saura ce que vous avez fait. Et si un jour il y a un jugement, eh bien, vous allez rendre compte. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait précisément? J'ai pris des images à la gare et j'ai fait un montage vidéo. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Les Refoulés du Katanga, qui existe. Et j'ai fait un montage vidéo. Mais avec le montage que j'ai fait, j'ai eu les toupets de rentrer dans la ville de Lubumbashi. Et j'ai envoyé des invitations aux gens que j'estimais importants dans la ville, surtout les missionnaires. Ils sont venus dans une salle comme celle-ci et je leur ai dit, il meurt chaque jour 17 Kassaïens à la gare de Likassi. Qu'avez-vous fait chacun pour empêcher ça? Vous allez dire que vous ne saviez pas? Je ne vais pas vous donner la chance de dire que vous ne saviez pas. Et j'ai projeté les images que j'avais. Et j'en avais de fortes. Hein? Une femme qui arrive à la gare, sous le coup de l'émotion, elle met au monde. Et c'était des triplés qu'elle avait. Je prends ces images-là. Et je pose la question au monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là pour passer leur premier jour à la belle étoile, aux prises avec le vent, les moustiques et la chaleur? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là? Puis j'ai emballé mes histoires et je suis parti. Mais dans la salle, il y avait quelqu'un qui était proche du pouvoir. Il est allé m'accuser auprès des autorités. Oh là là, ils ont envoyé quelqu'un me chercher. Ces jours-là, j'ai compris ce que c'est que d'être seul au monde. Seul, mais alors contre tous, même contre ma femme. Parce qu'elle m'avait prévenu. Hein. Arrête de faire ces témoignages. Si jamais on t'arrête, les enfants et moi, on va devenir quoi sans toi? Elle m'avait dit ça. Je ne l'ai pas écouté. J'ai nagé à contre-courant. Et le jour où on m'inquiète, ma femme, la première, me regarde dans les yeux. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et là, je comprends ce que c'est que nager à contre-courant. Je comprends ce que c'est que d'être seul au monde. Je suis allé. Et à ma grande surprise, j'arrive là, chez le gouverneur où on m'appelait. Et je vois quelqu'un qui vient en trombe derrière moi. Et c'est qui? Mon directeur au service, qui lui était de cette province-là, qui voulait me protéger à sa manière.
il m'a quand même accompagné. Ces gens m'ont confisqué tout ce que j'avais comme document. Ils ont commencé à mener des enquêtes sur moi pour savoir avec qui il travaille, qui finance ce qu'il fait, à quel pays aurait-il déjà envoyé ces documents. En attendant, ils m'ont laissé un peu tranquille. Parce que je suis quand même un écrivain. Un écrivain, il faut faire attention. Ou vous le tuez, ou vous ne faites vraiment rien. Sinon, il va écrire. Mais parmi ces gens-là qui devaient mener des enquêtes sur moi, il y avait aussi des gens bien. N'oubliez pas, dans toutes les guerres, vous n'avez pas que des bourreaux et des victimes. Même chez le bourreau, il y a des justes aussi. Hein. Et quelqu'un de ce côté-là va me souffler à l'oreille. Si tu peux quitter Pi, va-t'en pendant qu'il en a encore temps. Prends la fuite. Mais je vous assure, quand on a 20 ans, dire aller à l'aventure, ça peut s'expliquer. J'avais plus que les doubles. Marié, père de 6 enfants, une bonne carrière professionnelle. Je venais de terminer la construction de ma maison. Je ne l'ai même pas habité, même pas un jour. Et il a fallu que je parte. J'ai eu plus de chance que les autres. Parce que sur mon chemin, j'ai rencontré un Européen, un Belge, venu là-bas pour voir un peu de quoi il retournait. Et cet homme me trouve dans cette situation-là. Eh bien, il m'a tendu une perche. Il me donnait une petite bourse. Et je voyageais en sa compagnie jusqu'à Kinshasa. À Kinshasa, j'étais accueilli par les pères de Saint-Paul, qui sont mes éditeurs, pendant un mois. Le temps que les Belges me trouvent un visa. Et voilà comment je suis venu dans votre pays. J'aurais donc répondu à la question, pourquoi ils partent de chez eux? C'est pas que matin, moi j'ai dit à ma femme, chérie, fais-moi ma valise. Hein. Je vais en Belgique, il fait meilleur là-bas. C'est pas vrai. Dans mon cas, c'est un père de famille qui s'en va, qui laisse sa femme et ses enfants derrière lui. C'est un cadre d'une entreprise qui brise une carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui a construit sa maison et qui ne va pas l'habiter, même pas un jour. Et je suis venu chez vous. Mais lorsque nous arrivons de ce côté ici, comment les choses se passent pour nous? Eh bien, mon baptême, je l'ai eu à Bruxelles National. Au moment où j'ai pris l'avion, chez moi, 40 degrés de température. J'arrive chez vous, moins 6 degrés. Je vous assure, ça nous glace quand nous arrivons. On n'est pas toujours habillé en conséquence. Hein. Parfois, on est en sandales et en t-shirt. Je me souviens avoir vu un Africain qui avait la chance d'avoir son enfant. Et l'enfant qui grelottait de froid et qui demandait à son père, « Papa, c'est toujours comme ça ici ?» Et le papa qui répond, « Oui, il paraît, il paraît. » Et l'enfant qui dit, rentrons chez nous, papa, c'est pas bien ici. Pendant ce temps, je vois un Belge qui marche, lui, à l'aise dans le froid. Et je lui demande, monsieur, c'est toujours comme ça ici, le climat? Et lui, il me regarde, il me dit, non, aujourd'hui, il fait doux. Aujourd'hui, il fait bon.